Bienvenue sur Les Achievers, le podcast qui vous ouvre les portes du business et de la vente. Et qui de mieux pour le faire que les personnes qui sont sur le terrain tous les jours pour vendre, les commerciaux. Évidemment, on ne vend pas de la même manière, en B2B ou en B2C, en fonction de la nature de son offre, de son secteur ou de la maturité de son entreprise. Alors chaque semaine, je vous propose une double immersion. Je reçois une personne qui nous expliquera son marché et sa réalité de la vente. Je suis Audrey Petro, consultante en développement commercial et toujours sur le terrain. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous dis à tout de suite. Coucou Johan. Tu vas bien? Ouais, et toi? Bah ouais, je suis content d'être là. Ouais, moi je suis contente de t'avoir sur le podcast, ça me fait vraiment plaisir. C'est assez drôle parce que vous, Emblème, je vous ai découvert il y a quelques mois, j'avais jamais entendu parler de vous et c'est dans le cadre du podcast, c'est ce que je te disais, de Flomodia, l'interview vrai de vrai, où c'est Edouard, du coup, le fondateur qui était interviewé. Et je fais, c'est drôle et tout comme business model, parce que je trouve que vous adressez des clients, enfin tu vas te présenter tout ça, mais j'introduis souvent comme ça. Vous vous adressez des clients qui ont une activité classique, c'est le CHR, donc café, hôtel, restaurant, si je me trompe pas. Exactement. Vous proposez du marketing d'influence, c'est quand même quelque chose qui est relativement nouveau et innovant. Ouais. Et j'imagine pour ces clients-là, il y a aussi un SaaS derrière, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est une application. Aujourd'hui, je pense que vous êtes en face de Scales. Tu me disais, là, à l'entrée, nous, on a déménagé je sais pas combien de fois en 4 ans, donc ça grossit vite, ouais. Ça marche bien. Tu as aussi un profil super commercial. Et je sais que tu as été formé dans une entreprise en particulier. Et ces entreprises qui vraiment se disent, nous, on va faire des écoles de vente. C'est ça, ouais, tout à fait. Donc, j'aimerais que tu nous partages aussi ton parcours. Et tu vois, j'ai l'impression que Emblème App et son organisation commerciale rassemble beaucoup de critères des startups, ce qu'on peut voir aujourd'hui. Et tu vois, des épisodes qui sont sortis jusqu'à présent, je n'ai interviewé aucune personne du monde de la startup pour l'instant. Donc, tu es mon premier invité sur le sujet. Je suis content. Ça me fait plaisir de représenter justement le monde de la startup. Enfin, c'est ce qui m'a formé, ce qui m'a donné envie d'en découvrir plus. Donc, non, je suis content de les représenter aujourd'hui parce que bon, j'en ai pas fait beaucoup. J'en ai fait 3, mais c'est déjà beaucoup parce que 3 faut tenir le coup aussi. Issu de l'épisode, j'aimerais que les gens aient compris ce nouveau modèle, ce nouveau business, parce qu'aujourd'hui vous aidez vos clients à faire de l'acquisition via des influenceurs, et j'aimerais aussi que les gens comprennent quelle est l'organisation, c'est un petit peu typique d'une start-up dans la tech. Est-ce que le programme te va? Le menu du jour est parfait. Ok, très bien. Je te laisse te présenter. Qui es-tu et que fais-tu aujourd'hui? Je m'appelle Johan Gadji, je suis directeur commercial chez Emblème. Ça va faire 4 ans que j'y suis dans 1 ou 2 mois, il me semble. 4 ans, c'est beaucoup et à la fois pas beaucoup. Mais dans l'univers de la startup, justement, c'est un peu des années de chien, entre guillemets, où il se passe tellement de choses différentes. Il y a un turnover au début qui peut être assez important, donc t'as vraiment l'impression d'être là depuis 10 ans. Pourtant, j'ai que 29 ans, je vais avoir bientôt 30. C'est long à la fois pas longtemps, mais j'ai l'impression d'être là depuis 10 ans. Si je dois dire quelques mots sur mon parcours, moi j'ai grandi à Nîmes, donc une petite ville dans le sud de la France. Et je suis arrivé dans le commerce un peu par hasard, puisque dans l'idée, on me disait après le bac de choisir une voie, etc. J'étais pas le meilleur à l'école, j'ai toujours été très moyen. Donc c'était un peu difficile de choisir sa voie en sachant que t'as jamais travaillé, donc tu peux pas savoir. Et j'ai commencé à me renseigner sur des BTS, etc. au niveau commercial, mais c'est vraiment un pur hasard. Je savais vraiment pas à quoi ça ressemblait ce taf-là. Et il y avait aussi une donnée importante, c'est que c'est difficile pour moi parce que j'ai pas la possibilité de partir loin de chez mes parents. Forcément, mes parents m'ont toujours tout donné, ce dont j'ai besoin en fait pour réussir et avoir les bases. Mais on n'avait pas énormément d'argent, donc je pouvais pas partir dans une fac ailleurs que Nîmes, etc. Donc c'était sûr qu'il fallait que je reste dans la région et partir sur une voie qui pour moi est très intéressante, c'est l'alternance, que je recommande à tout le monde aujourd'hui. On n'en parle pas assez, aussi du coût financier en fait des totalement. Études, des opportunités. Ouais, totalement. J'aurais aimé faire une école de commerce classique, tu pars à l'étranger, soit 3e année, etc., dans une autre ville, mais ça coûte cher. J'avais pas envie de m'endetter dès le départ en arrivant et en commençant ta vie professionnelle. Donc j'ai fait un BTS MUC, je pense que ça existe plus, management des unités commerciales, en alternance, et donc connais personne, t'as pas de réseau et c'est ton premier taf.
Donc difficile de trouver une entreprise qui veuille bien te faire confiance pendant 2 ans. Donc j'ai ma mère qui travaillait à l'époque chez Office Depot. C'est une plateforme téléphonique où elle était conseillère commerciale. Et donc elle a demandé de savoir si je pouvais donc faire mon alternance là-bas. Et moi je dis bah let's go, je suis payé, c'est cool quoi. Du coup t'as travaillé avec ta mère ? Travaillé avec ma mère. Exactement. C'était ta manager ? C'était pas mon manager, on n'était pas dans le même pôle. C'était un plateau téléphonique pour le coup où il y avait je sais pas 80 100 personnes. Ouais. Et je l'ai fait pendant mes études. C'est vrai. Ah bah super intéressant. En vrai c'est une bonne école. Ouais, c'est dur. Faire ça 2 ans. Ah ouais. Ah mais c'est super dur. Mais franchement, en vrai dans l'idée, je suis arrivé, c'est une entreprise américaine en plus. Donc avec des process très bien mis en place, des objectifs dès le départ, de durée moyenne de communication, on parle de DMC, on dit le nombre de calls que tu dois faire à la journée, t'as 18 ans, tu débarques dans ça et c'était en fait mes premiers pas dans le commerce quoi. Et moi j'arrive avec mon sac à dos, je comprends pas trop ce qui se passe, il y a des appels entrants, donc tu réponds à des clients, etc. sur du service après-vente, t'as les appels sortants où tu dois appeler des personnes pour aller leur vendre des fournitures de bureau. Enfin, tu vois, genre tu te dis mais qu'est-ce que je fais là, mais let's go, tu vois. Et en vérité, c'était j'en parle rapidement parce que j'ai eu de la chance de pouvoir faire ça pendant 2 ans. Et en fait, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. C'est vrai. Ouais, j'ai vraiment. Qu'est-ce que t'as kiffé dans ça ? En fait, c'était mes premiers pas dans le monde professionnel. Donc j'avais tout à prouver. Il y avait ma mère dans l'entreprise. Donc je devais représenter aussi la famille. Ah oui, forcément, tu devais faire attention. Carrément, ouais. C'était son image aussi. Je voulais performer directement. J'ai toujours été très compétiteur. Il y avait beaucoup de stats en plus. T'avais donc le nombre de personnes, le nombre d'appels que tu pouvais faire à la journée, etc. Donc moi j'étais toujours là en me disant il faut que je performe, il faut que je prenne le plus de calls, etc. Et j'ai eu la chance de pouvoir faire plein de choses puisque j'avais un manager qui m'a permis de voir aussi le côté managérial, de voir un peu comment était organisé le plateau, d'animer des réunions. C'est facilement mon cursus, mais vraiment, elle m'a donné des missions qui étaient intéressantes. Et et là, c'est là où j'ai compris que c'était fait pour moi, le commerce de manière générale. Quand j'étais aux appels sortants, donc il fallait que j'appelle des clients pour aller leur vendre des fournitures de bureau, et j'ai trop kiffé. J'ai eu une révélation en me disant, je les voyais et tout. Je disais, moi, je veux faire partie de cette équipe, c'est ce que je veux faire, ce que j'ai envie de faire plus tard. T'as des petits rêves au début, tu vois, tu dis juste je veux être comme eux, commercial dans la fourniture de bureau, why not, j'en sais rien, mais juste ça m'a fait kiffer parce que je performais bien en plus, tu vois. J'avais 19 20 ans. Et ensuite j'avais même eu la possibilité de on va dire continuer et prendre un poste déjà à responsabilité où je devais animer les ventes, etc. et challenge de vente à 20 ans. Et le truc c'est que j'ai à la fin pas eu mon BTS, donc j'ai pas pu y aller. Et là c'était un peu la descente tu vois, entre guillemets aux enfers parce que j'avais pas mon BTS, j'avais pas d'argent non plus. Donc j'ai dû travailler à McDo pendant 1 an, me réorienter, recommencer, reprendre un BTS dans lequel il me formait parce que j'avais validé ma chaire, etc. Donc là tu dis je sais ce que je veux pas faire. Après c'est un manque de sérieux de ma part. Les études ça a jamais été trop mon truc. Je suis pas très scolaire on va dire. Mais ça m'a permis du coup derrière de rebondir, de me poser des bonnes questions, d'être un peu dans le dur et de me dire let's go, faut y aller. Je travaillais à Domac pendant 1 an. C'est pas ce que t'as envie de faire de ta vie, tu vois. Chacun est différent, mais j'ai détesté quoi. Quand t'es arrivé, qu'on me disait mets des surchaussures et tout. Donc j'ai repassé mon BTS, tout s'est bien passé. J'ai fait mes stages, j'ai fait du prêt-à-porter parce que je me disais j'aime bien la SAP et tout, mais en fait j'ai détesté de fou. Mais j'étais toujours au contact des clients, etc. Et ensuite la première vraie expérience, et du coup j'ai fait un bachelor à Lyon en alternance également au Crédit Agricole en tant que conseiller commercial où je vendais des prêts à la consommation. Donc un autre monde. Donc j'ai fait 1 an là-bas. Je performais bien et j'aimais bien l'univers, mais les grosses structures comme Office Depot, comme Crédit Agricole Consumer, donc c'est Sofinco en fait, c'est la filiale de Sofinco. Tu travailles avec des personnes qui ont 30, 40 ans de plus que toi. Et puis moi j'avais des potes qui travaillaient justement en start-up ou dans des plus petites structures avec des gens qui avaient presque leur âge et ça me donnait grave envie. Et donc en sortant du bachelor, tout le monde voulait continuer en master et tout. Moi je voulais juste me dire let's go, je vais commencer mon premier CDI. Et j'ai eu des offres de l'école. J'ai appelé une entreprise, je savais pas trop ce que c'était et c'était agent de service de la téléphonie. Ils vendaient du coup c'est des prestataires de Orange. C'était une boîte de brigands entre guillemets. Enfin ah ouais, je vais pas te mentir. Ils faisaient quoi exactement? Ça n'existe plus aujourd'hui donc je peux en parler.
C'est des prestataires qui vont vendre de la téléphonie chez les professionnels. Donc chez des avocats, des cabinets dentaires, donc ça reste des petites structures. Et t'as les ventes de la téléphonie chez eux, Internet, la Wi-Fi, etc. Et nous on représentait Orange, mais on n'était pas Orange. Nous donc on avait une commission sur les ventes que générait Orange. Et il y avait un truc où en fait il y avait aucune conscience sur les clients. C'est-à-dire que il fallait faire notre vente. S'ils avaient pas Internet derrière, c'est pas grave, quoi. Moi, je suis tombé sur quelqu'un après que j'adore, qui est Arthur Vincent, qui était mon chef de vente. Quelqu'un qui avait une trentaine d'années. Moi, j'en avais 23, 24. Il m'a apporté beaucoup de choses aujourd'hui parce que c'était mes premiers one shot, on va dire, où t'arrives chez un client et au bout d'une heure, la vente elle doit être faite. Et ça, il m'a grave formé dessus. Par contre, le problème, c'est que on avait des produits qui fonctionnaient pas, et on le savait très bien. Et moi, j'étais là pendant 8 mois à faire ça et à me dire, ok, je fais ma vente, mais je sais que quand je pars, il aura plus Internet. Vraiment, l'image du commercial que nous, on veut plus avoir cette étiquette-là de le mec avec sa mallette, il s'en fout du client, il a aucune notion d'humain, il est juste là pour faire sa vente. Jean-Claude Convenant, entre guillemets. Et j'avais vraiment pas envie d'avoir cette image-là. Jean-Claude Convenant, c'est le nom qui revient tout le temps. Je me dis, si tu devais demander en France, quelle est l'image du commercial, les gens ils pensent à Jean-Claude Convenant. C'est pas la meilleure représentation qu'on peut avoir ici. Même moi, j'ai pas envie d'avoir cette étiquette-là, parce que c'est pas ça. Finalement, et tu te rends compte que ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. Mais c'est l'étiquette qu'on te colle. Donc on te le dit, tu vois. Enfin, quand tu rencontres des potes et tu vas en soirée, on te dit t'imagines le commercial comme ça, c'est dommage. On est tellement plus. Mais c'est ok, c'est normal, il y a des stéréotypes de partout. Mais ce que j'aime avec justement ce podcast-là, c'est que t'as aussi cette mission-là de montrer aux autres ce que c'est et je trouve ça super de voir un peu ce que c'est un vrai commercial. Cette boîte-là, donc moi, au bout du mois, je me dis c'est bon, c'est top, c'est fini. J'entends parler d'une boîte qui s'appelle Tiller. Donc là, c'était il y a du coup 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. 7 ans, je dirais. Où voilà, une énorme boîte, il y a une 50aine de jeunes, c'est dans des bureaux fous, c'est la fête, c'est un peu le prolongement de l'école de commerce, etc. Et c'est à Paris. Moi là, à ce moment-là, j'étais à Lyon. Pareil, toujours une question d'argent. Tu dis mais Paris c'est beaucoup plus cher. Mes parents me disaient non de pas y aller parce que quand même les loyers, etc. Et donc je me dis je vais quand même passer d'entre-champs, on sait jamais. Là je tombe sur entre guillemets ce qui sera mon mentor, je pense, toute ma vie, Valentin Quito, que je salue aujourd'hui parce que ce mec-là m'a vraiment donné envie de réussir dans le monde des startups, de la tech, sur de la restauration, donc le CHR, et c'est quelque chose qui me représente bien parce que je suis, comme beaucoup de sales, j'aime la vie, je suis un bon vivant, et je passe entretien, j'ai un feeling de fou avec lui, je passe 4 entretiens, etc. Voilà, je me dis vas-y, on va voir, je sortir de cet endroit horrible où on respecte pas les clients, et je suis pris. Et là, je me dis let's go. Il y a pas de fixe proche du SMIC. Est-ce que tu peux rappeler aux gens ce que faisait Tiller System ? Alors Tiller, c'est une caisse enregistrée sur iPad. À l'époque, c'était une des premières qui était en train de digitaliser ce monde-là qui était un monde de dinosaures. Toujours les mêmes acteurs, des caisses à l'ancienne, qui sont pas du tout connectées. Et donc Tiller avait cette mission-là de Tiller qui est SumUp aujourd'hui, pour le coup, qui a été racheté par SumUp, qui avait cette mission-là de digitaliser, de rendre accessible une caisse qui est dans l'air du temps, qui était sur iPad, donc beaucoup plus sexy sur le papier, et surtout il y avait une opportunité assez intéressante, c'est que c'est des caisses qui maintenant il y a beaucoup, on va pas se mentir, il y a du black dans la restauration. C'était une des questions que je voulais te poser. Vous permettez de faire la double comptabilité? C'était la question que j'avais. Parfois il y en avait des clients, ils s'en foutaient de tout ce que je pouvais leur dire. C'était juste, mais comment je fais? On en rigolait, mais c'est-à-dire, je comprends pas. Tu sais, tu vois, être sur le côté, quoi. Et alors, la réponse? Non, justement, c'est des caisses qui sont aux normes. Donc, il y avait la loi, au moment où je suis arrivé, la loi, elle passait 1 an après, un truc comme ça. Donc, c'était vraiment le moment où il fallait faire le plus d'acquisitions parce que la loi passait, tout le monde allait changer. Oui, c'est bien, vous bénéficiez de cet effet d'aubaine, ouais. Arrivé à ce moment-là où tout le monde devait changer son système de caisse.
Parce qu'une fois que t'as ton système de caisse, en vrai, tu peux le garder si c'est fiable 10 ans, 20 ans. Enfin, bon, aujourd'hui moins parce qu'il y a tellement de concurrents, etc. Mais à l'époque, c'était t'as ta caisse, puis voilà. Enfin, je vois pas pourquoi je changerais. Ah, mais cet effet-là où ils étaient même les restaurateurs qu'on voyait étaient en pression, etc. Donc c'était tout nouveau. Ils disaient, ah, putain, les caisses aux normes, ça va changer mon organisation. On arrivait avec un iPad, ils en voulaient pas. À part sur les clients un peu digital natifs, on va dire, mais dans l'idée, ils en voulaient pas, quoi. Et moi, je connaissais pas cet univers-là. Je suis arrivé, il y avait 40 commerciaux. Je sortais de Lyon, machin, etc. Et j'étais là, mais what? 40 commerciaux, mais c'était des rockstars en plus, parce que c'est vraiment une boîte qui, on va dire, mettait en avant les sales, mais d'une manière que j'ai encore jamais vue aujourd'hui. C'est-à-dire que une fois par semaine, t'avais un rassemblement avec toute la boîte. Donc t'avais une centaine de personnes dans le hall, donc on faisait des meetings et on faisait un podium des meilleurs sales, etc. sur un écran géant. Du coup, c'était vraiment des rockstars et tu voyais les meilleurs sales. J'ai ouais, waouh, mais putain, j'aimerais trop être comme eux. Toi, t'arrives, ils te donnent des arrondissements, Bar-le-Duc, je sais même pas où le situer aujourd'hui sur une carte en France. Et t'as les autres, ils ont 9e, ils ont des arrondissements de fous et ils te disent, bah, en fait, c'est simple chez nous, c'est une école. On va te donner les clés pour y arriver et pour le coup, incroyable. J'ai tout revu de tout ce que j'ai appris pour le peu de choses que j'avais en bagage, hein, finalement, quand même, dans d'autres structures. Et la formation était folle, c'était des mises en situation, clients, sales, etc. Et c'était hyper intéressant parce que t'étais noté à chaque prestation. Ça durait combien de temps, la formation? En vérité, moi, je suis arrivé au moment où ils étaient en train de structurer le truc. Ça a duré un mois, mais même... Un mois, mais sauf que d'un autre côté, t'étais directement objectivé. Et je suis arrivé sur une promo où on était une vingtaine, tout confondu, pas uniquement sales. Et genre 4 ou 5 sales, soit à la fin des 2 mois où il restait peut-être que moi, je crois. Et donc c'était vraiment, ok, donc en gros, tu performes, c'est bien, tu restes. Tu performes pas, on te fait signer un papier, ciao, à plus. Mais par contre, aujourd'hui, c'est la meilleure école que j'ai eue en vente. Et en fait, tout ce que je fais aujourd'hui en tant que directeur commercial, c'est en grande partie grâce à ce que j'ai appris chez Tiller. Parce que c'était toujours là à faire des trainings, à évaluer ton niveau. Et surtout, c'était vraiment, bah, tu t'y arrives pas, tu t'en vas, quoi. Mais même une fois ta période d'essai validée? Ouais, bah, mais c'est... Ça, c'est... Enfin, ils s'en foutent complet, ça, on s'en fout de ça. Ah ouais, non, mais il y a pas de... Puis t'as un fixe qui est super bas, donc tu vends pas... moi, je pouvais même pas payer mon loyer, j'avais un loyer à 800 balles, 900 euros, un truc comme ça, tu vois. Et le fixe, c'était quoi? 100 balles en plus que le SMIC, donc si tu vends pas, t'as rien. Et c'était... ouais, et la pression, j'ai fait 1 an et demi, mais j'ai l'impression, voilà, d'en avoir fait 5. 1 an et demi, en fait, à ces postes-là, c'est... T'as fait 1 an et demi enfin, t'es dans la Champions League. Le directeur commercial qui était là à l'époque, il avait des discours. Justement, il disait, on est en Ligue des Champions, là. Là, on fait les différences maintenant. C'est des discours, mais vraiment, sur la base du Loup de Wall Street, entre guillemets. Tout le monde était galvanisé. On le faisait aussi, oui, d'accord, pour l'argent, parce que ça fonctionnait. Mais sauf que le truc, c'est que Tiller avait une telle identité, une telle culture de boîte, que tu mangeais Tiller, tu dormais Tiller. C'était... Enfin, moi, je suis arrivé, j'étais tout le temps avec des gens de Tiller. Enfin, c'était ma deuxième famille, quoi. Et puis, je venais d'arriver à Paris, donc je connaissais pas grand monde. Donc, je suis arrivé, je me suis dit, il faut absolument que j'y arrive, que je fasse mes preuves, que je devienne quelqu'un là-bas, et d'avoir mes amis. Donc, tout est un peu lié et tout. C'était assez intense. Mais d'un autre côté, je suis assez fier d'avoir réussi. Justement, c'était un peu Koh-Lanta, et en fait, je suis parti parce que je voulais partir. Je suis pas parti parce qu'on m'a dit de partir. Ouais. Tu dois être trop... Ah ouais. J'en ai vu tellement. Enfin, je suis parti parce que au bout d'un moment, bah, t'es fatigué. Tu dis, bah, tous les mois, je remets ma vie en jeu. Je peux pas rester comme ça trop longtemps. C'est dur. Je suis super content de ce qu'ils m'ont donné aujourd'hui et je remercie Tiller et Valentin Quito de nouveau parce que c'est hyper formateur et en vrai, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Et à la fin, moi, je me suis dit, bah non, il faut que je passe à autre chose. Je voulais rester dans le monde des startups. Et là, j'ai une opportunité, donc une chasseuse de tête qui m'approche parce que évidemment, Tiller à ce moment-là, c'était connu au niveau des commerciaux, donc on était vraiment énormément sollicité. D'ailleurs, encore aujourd'hui, la plupart des gens mettent ex-Tiller parce que c'est reconnu comme une école. Une belle école au niveau du SMB, hein, évidemment. Et donc Cubin est venu me chercher. Ils font quoi déjà? Ils font de la logistique à la demande. Une boîte très tech avec des profils. Voilà, t'as des anciens de Amazon. C'est une boîte
qui a de l'ambition, qui révolutionne un marché parce que pareil, c'est un marché de la logistique avec des dinosaures. Il y a Amazon certes, mais après sur des petites structures un peu plus petites, sur des e-commerçants où il y a un vrai besoin. Je me dis peut-être ça peut être intéressant. Il y a eu un bon feeling, etc. Et j'y suis allé parce que ça avait l'air d'être une belle startup. Et c'en est une. C'est juste que j'ai fait 8-9 mois. En fait, je suis passé de Tiller, une boîte où on mettait vraiment en avant les sales, où c'était eux les rockstars. Et là, je suis arrivé chez Cubine où les rockstars, c'était les techs. Alors, ça fait tout bizarre, tu vois. Tiens, je sais pas, moi, j'arrivais, il y avait un problème, je disais, ouais. C'est moi qui paye vos salaires. Non, mais je vois tout à fait. Mis dans ce cadre-là, et j'arrive et c'est les techs qui sont au pouvoir. Je suis mais wow, qu'est-ce qui se passe? J'avais pas l'habitude. Voilà, ils voulaient vraiment créer le meilleur produit, et c'est génial aussi parce que justement j'ai eu ce côté-là où il y a le côté sales, c'est bien, mais en fait plus tu grandis et plus tu te rends compte aussi qu'il faut avoir le meilleur produit aussi, et voir tes clients et les regarder en face à face et leur dire je sais que j'ai le meilleur produit parce que derrière j'ai une armée de personnes qui travaillent pour que ça fonctionne, pour avoir un produit évolutif et répondre à tes besoins. C'est une autre compétence, donc d'être plus technico-commercial sur un domaine assez compliqué parce que la logistique, franchement, la formation, ça a été 1 ou 2 mois. Je crois que j'ai pas contacté un client avant 2 mois, je pense, en arrivant. Parce que c'est un autre univers, il y a beaucoup de codes. Il fallait connaître l'ensemble des concurrents. Il vous permettait de rester 1-2 mois sans contacter les clients en tant que commercial? Ouais, c'était, mais vraiment. Moi, j'y suis allé parce que j'avais un fixe aussi un peu, beaucoup plus intéressant. Donc, justement, de me dire un peu de souffler, de me dire, je peux payer mon loyer, si je fais pas mes primes. Pour moi, c'était un soulagement, déjà. Ça, c'était assez cool. Et donc, eux prenaient le temps de te former et de donner les clés pour que tu sois un expert dans ton domaine et vraiment connaître cet environnement-là qui est quand même complexe. Encore aujourd'hui, moi, j'ai beaucoup de lacunes là-dessus parce que c'est vraiment, une organisation logistique d'un entrepôt, c'est quelque chose de vraiment, tu faut te lever tôt pour comprendre, et tout le monde a son organisation en plus. Et la connaissance de l'ensemble des fournisseurs de la livraison. Donc, on te donnait la possibilité de bien te former. Et ils voulaient surtout pas envoyer des personnes sur le terrain qui ne comprenaient pas, en fait, cet univers-là. Et je trouve ça hyper bien. Après, ça a été un changement brutal parce que justement, je suis passé vraiment du coq à l'âne, entre guillemets, dans le mood, dans la culture de la boîte. Quand je suis arrivé là-bas, en fait, je me sentais pas à l'aise par rapport à ça parce que je me sentais pas moi. C'est des gens très intelligents. Et ça, rien à dire, c'est une très belle boîte. Mais j'entendais des trucs que nous, on était là pour protéger les techs. C'est-à-dire que quand je faisais des remontées en disant non mais là ça marche pas comme ça, on pourra pas vendre comme ça, on va pas pouvoir performer, on pouvait faire 2-3 mois sans performer, c'était pas grave, mais je suis arrivé dans un moment un peu charnière où ils étaient en train de changer leur business model. C'est de la logistique à la demande où on est des e-commerçants, eux ils voulaient passer sur un autre scope et passer sur du stockage, donc avec des clients qui étaient plus importants, mais ils se posaient beaucoup de questions. Et je pense que c'était un moment un peu charnière de Cubine à ce moment-là. Et donc on testait beaucoup. C'est-à-dire que moi j'étais quelqu'un qui, j'appelais, je suis hyper actif, j'appelais énormément, etc. Et j'avais pas le droit d'appeler en dehors des leads qu'on me donnait. Mais en fait, c'est drôle ce que tu dis parce que pour moi ça pose beaucoup la question. Je pense que c'est avec Johan de Bouscapé que j'en parlais. Tu vois, quand t'as des profils commerciaux qui sont vraiment dans la performance, et en réalité, on est censé être dans la performance. Totalement. Quand t'es en train de tester, de changer des offres, de limiter, etc. Ouais, je me sens. En fait, t'es perdu. Je sais pas quoi je sers. Je me disais, mais je sers à quoi? C'était vraiment ça, quoi. J'étais perdu. Voilà, on me donnait 100 leads sur le mois, on me disait, et moi je disais au bout de 3 jours, ça y est, c'est bon, je peux passer à autre chose, ou je peux avoir de nouveaux leads. Je demandais toutes les minutes qu'on m'envoie des nouveaux leads. Mais t'as déjà bien appelé et tout. Je sais non, mais c'est bon, je vais pas passer 3 mois dessus. Là, oui, Johan, t'es en train de cramer la base donnée. Je suis là pour performer. Si tu me donnes 100 leads, Ouais, mais c'était des cultures complètement différentes. Ouais. Mais intéressant parce que tu vois un autre univers et un autre monde. Là, j'ai commencé un peu à regarder ailleurs de mon côté pour peut-être retrouver. En fait, ça me manquait finalement d'être en danger aussi, tu vois. Il y a un autre truc aussi, c'est que j'étais bien, pas de problème, mais j'étais pas en danger, quoi. Je me dis mais j'avais pas de challenge, j'avais pas de. C'est quoi le step, quoi. On me mettait dans un poste et puis on me disait voilà, tu t'occupes de ça et tu le fais, et voilà, tu performes pas, vas-y, de toute façon là nous on s'occupe de la tech, quoi. Et donc à ce moment-là, il y a un ancien pote à moi de chez Tiller, qui venait d'être sales chez Emblem, qui me contactait depuis déjà des mois pour me dire allez, viens, rejoins-moi et tout. Mais c'était vraiment une petite structure, quoi. C'était à l'époque Emblem, il y a de ça 4 ans, ouais, c'était
Ouais, c'était Edouard Rosgui, donc le fondateur, avec une armée de stagiaires, des alternants, et il faisait du community management pour le CHR, et donc la création de contenu, etc. Donc le fondateur, il venait avec son appareil photo, c'était un freelance plus en fait, tu vois un peu, c'était un freelance qui allait dans les restos, qui faisait des photos, qui avait un petit réseau d'influenceurs de son côté, donc il envoyait de son réseau des potes qui allaient promouvoir certains établissements, mais c'était vraiment artisanal, on va dire. Et moi j'étais là, ouais, mais je sais pas, je fais Tiller, j'ai vécu une levée de fonds. Chez Cubine, je venais d'arriver, il venait de lever, il y a de l'ambition, on veut des moyens, tout le monde veut être une licorne. Et là j'arrive, là ça y est quoi, je repars sur l'artisanat quoi. Et en fait, comme j'aimais beaucoup Robin, donc c'était un ancien de Sales avec qui j'étais pote chez Tiller, et qui était quelqu'un vraiment d'intelligent, qui avait une certaine vision et qui me disait en vrai le community management, l'influence dans la restauration, c'est game changer. Et en vrai, il se passe un vrai truc. Donc j'allais baisser mon salaire de 1 000 euros en rejoignant Emblem, parce que forcément ils avaient pas les mêmes moyens que Cubine. Sur le package global ou sur le fixe? Sur le fixe. Donc 1 000 euros sur le fixe mensuel seulement. Donc oui. Et là en fait je me suis remis en danger. Je me suis dit en fait tu sais quoi, je m'ennuie en vrai. J'ai envie de retourner à mes premiers amours de la restauration. Je vais me mettre en danger et je rencontre Edouard. C'est un personnage. Je crois qu'il m'a posé une question. Il m'a dit, est-ce que tu penses que t'es un bon sales? Je suis carrément de fou, tu vois. Je fais ok, je vais faire une propale. C'est fait en 5 minutes. Enfin, c'était. Et je voyais, j'étais là. T'as été très challengé. On partait. Non, mais grave. On partageait des bureaux avec une boîte dans le 16e. Et à un moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? Et 4 ans après, j'ai fait le bon choix, quoi. Alors du coup, est-ce que tu peux nous raconter aujourd'hui ce que propose Emblem, ou en tout cas, tu nous as raconté la jeunesse. Donc au début, c'est Edouard qui fait un peu de community management, qui a un réseau d'influenceurs, qui fait lui-même ses photos. Aujourd'hui, ça fait quoi? Aujourd'hui, donc Emblem, c'est un SaaS, c'est une application qui met en relation plus de 4000 influenceurs. C'est une des plus grosses bases de données de micro-influenceurs. Donc pour être rapide et expliquer, un influenceur chez nous, un micro-influenceur, c'est à partir de 10 000 abonnés, avec un engagement intéressant. Hein, donc, on vérifie s'il a vraiment un impact sur sa communauté. Et une fois qu'il est sur l'application, l'influenceur, il peut découvrir plus de 300 expériences. Donc, des restaurants, des hôtels, mais pas que. Il y a d'autres transversales qu'on a envie d'adresser très prochainement. La beauty. On a quelques salons de coiffure, des instituts de beauté. Donc, la promesse, elle est simple, c'est que quand je suis influenceur, je me lève le matin, je vais sur l'application, je peux manger gratuitement au restaurant. En échange, je vais faire du contenu pour l'établissement en question. Et quand tu dis du contenu, c'est du contenu qui est orienté positivement, ou il a le droit de faire des revues négatives? C'est positif, D'accord. T'offres un repas pour 2 personnes, tu choisis le restaurant dans lequel tu veux aller via l'application. C'est un peu comme un Uber Eats mais gratuit. Et en échange, tu vas faire des stories et promouvoir l'établissement. Il y a 2 applications. Il y a une application côté client, où le client va recevoir la demande avec la date, l'heure. On est bientôt intégré, je touche du bois, avec ZenChef, qui nous permet d'avoir directement la réservation, etc. Et du coup, il a juste à accepter ou refuser. Donc le but, c'est de faire matcher les bons influenceurs avec les bonnes expériences. Et ça, c'est ce qui est Emblem aujourd'hui. Et donc, mais pour remettre un peu de contexte et expliquer un peu l'histoire, c'est que à la base, Emblem, donc c'est une agence de communication finalement, où quand je suis arrivé, c'est le moment où Edouard voulait accélérer au niveau commercial et avoir une vraie équipe pour aller chercher les restaurateurs et leur expliquer un petit peu ce qu'on faisait. Il avait déjà lancé l'app, mais c'était une web app qu'il avait fait avec un pote à lui. C'était artisanal, comme l'était Emblem à l'époque. Et l'application existait déjà, mais ce qui nous faisait manger, entre guillemets, c'était le community management, la création de contenu. Il y avait un vrai besoin. Parce que la communication et les restaurateurs, c'est compliqué. C'est comme avec les caisses. Et moi, je suis content d'être sur ce secteur-là, d'ailleurs, parce que je trouve que c'est un secteur qui a vraiment besoin d'aide et qui est largement en retard par rapport à plein d'autres secteurs, qui a un vrai job pour les aider dans la digitalisation globale. Et que ce soit au niveau de la communication, mais que ce soit sur des outils, sur l'aide à la prise de décision, etc. Les restaurateurs, c'est des personnes qui se lèvent tôt, qui finissent tard, qui font la compta, qui doivent aussi communiquer, mais sauf qu'au bout d'un moment, ils peuvent pas tout faire. C'est pour ça qu'il y a autant de startups dans la food tech. Quand je suis arrivé donc chez Emblem, je me suis retrouvé mes premiers amours où j'allais parler avec des personnes qui sont limite pour moi un peu parfois des particuliers. C'est un peu ça, c'est du faux B2B. C'est exactement. Tu parles avec des vrais gens, tu vois. Et je trouve ça hyper intéressant et de pouvoir vraiment les aider parce que comme c'est des business à taille humaine, l'impact de la communication, tu le ressens réellement et eux ils te le disent. Merci
Grâce à toi, j'ai du monde de nouveau. Grâce à toi, ça a bien décollé. Et c'est le genre de truc que t'as envie d'entendre. Alors que sur des business beaucoup plus gros, bah ouais, t'as une application de plus, tu vas les aider, leur faire gagner du temps. Mais là, on les aide vraiment à gagner des clients. Pour revenir sur l'histoire, nous, on faisait du community management, on avait l'application qu'on ne vendait pas réellement parce que le marketing d'influence à 4 ans, ça n'a rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. On avait l'application, mais nous, ça nous permettait juste de gagner du temps pour pas avoir un pôle influence qui va demander au restaurateur quand est-ce qu'il est disponible, qui va chercher des influenceurs, etc. C'est vraiment juste se dire, bah voilà, on fait matcher notre réseau d'influenceurs avec nos clients. Ils discutent entre eux et au moins, on gère pas ça, nous, au niveau de la structure, quoi. Et donc, c'est des salaires en moins à payer et c'est beaucoup plus simple. Parce que quand tu as un bon concept, c'est facile de faire venir des influenceurs. Il n'y a pas de problème. Ce qui est difficile, en fait, et ce qui est long, c'est que c'est chronophage. Avec le boom du marketing d'influence, Edouard a décidé de séparer l'agence de l'application. L'agence existe toujours sous le nom de Barracuda, qui n'adresse plus du tout la même cible et comme on s'était fait quand même une belle réputation dans le community management et j'ai vu la boîte grossir, on est arrivé même après un moment à 60, je crois, chez Emblem en tant qu'agence de com. On commençait à avoir des clients assez importants, des marques, etc. Parce qu'on avait une vraie connaissance du social media, en fait. Edouard, quand tu le vois, tu dis, ah, mais il est comme tout le monde. Mais en fait, c'est un génie de la communication. Je le dis, il sait exactement ce qu'il faut faire pour attirer du monde. Et il a fait, du coup, derrière, moi, je l'ai vu avec Gruppo Mimo, les restaurants italiens. Oui, c'est vrai, oui. Les restaurants italiens. On a toujours aidé les restaurateurs à attirer du monde chez eux. Il s'est toujours dit, et on se disait toujours, hein, le jour où on fait notre resto, c'est sûr que ça va marcher parce qu'on sait exactement ce qu'il faut faire pour faire venir du monde. Et il a lancé Gruppo Mimo en plein Covid. Enfin, à ce moment-là, personne n'a envie de lancer un resto. Sauf qu'à ce moment-là, bah, les restos à acheter sont pas chers. Et on a fait aucune levée, là, pour l'instant. On a fait un petit tour de table l'année dernière de 800 000 euros. Là, on va accélérer, on veut aller en Europe, etc. Donc, on va boucler rapidement, normalement, une levée de fonds très prochainement. Mais ouais, on a toujours fait ça en étant rentable. Et il a monté Gruppo Mimo en étant rentable. Et il s'est lancé, voilà, il a pris un petit resto à Boulogne qu'il a racheté... pas rien du tout parce que c'était en plein Covid. Il est chaud parce que, enfin, il a pas peur, quoi. Et là, tu vois l'entrepreneur qui se pose pas de questions, qui fonce et qui y va. Et là, à ce moment-là, il avait déjà donc l'agence, il avait Emblem App, du coup l'application. Et là, il se lance dans la restauration sur un marché ultra concurrentiel qui est la pizza napolitaine. Ça prend parce que justement, on a tous les codes, on est client de notre propre application. Donc on reçoit une 40aine d'influenceurs par mois. Tout le monde parle de nous. On n'a pas peur d'investir des budgets de sponsorisation assez importants. Et en fait, c'est juste, il faut se dire une partie de un pourcentage de ton chiffre d'affaires que tu dois mettre dans la communication. Mais sauf que les restaurateurs, c'est quelque chose qu'ils ne font pas tout le temps. Pour eux, la communication, c'est je verrai si je peux communiquer. Mais non, toutes les boîtes aujourd'hui, elles ont un budget com. Et ça, on y arrive au fur et à mesure. Et quand tu le fais et quand tu le fais bien, et derrière que tu délivres quand même un bon produit, et ça prend, quoi. Donc en 1 an et demi, ouais, il a 6 ou 7 restos, je pense, un truc comme ça. Pour faire ce petit aparté sur Edouard, c'est vraiment quelqu'un que j'admire par rapport à ça et par rapport à la confiance qu'il a pu me donner. Il m'a toujours fait confiance. Il m'a dit des choses au début où en arrivant, où il y avait personne, il y avait rien et personne entre guillemets y croyait. Il me disait, t'inquiète, tu verras, tu seras bien reçu et si j'y arrive, tu y arriveras aussi, tu vois. Et si on réussit ensemble. Et ça, c'est assez beau. Et donc, en Emblem, donc ça fait 1 an et demi maintenant qu'on a séparé l'agence de l'app. On a, plus de 300 clients aujourd'hui. On est une vingtaine. Donc, j'ai monté l'équipe commerciale. Ça fait donc 1 an et demi que je suis directeur commercial. Sincèrement, j'avais peur. Parce que moi, j'ai toujours été challenge, performance. Je voulais toujours être le meilleur. Et là, maintenant, il faut rendre les autres meilleurs. Mais sauf que l'idée de monter une équipe sur une boîte où je sais qu'il y a un vrai potentiel parce qu'on est les seuls à avoir autant d'avance sur le marketing d'influence sur ce marché-là, je sais qu'il y a quelque chose de spécial qui va se passer et moi, en fait, ce projet-là, je l'ai adopté. Aujourd'hui, donc, vous adressez essentiellement les restaurateurs ou le monde du CHR. Vous les convainquez comment? Donc, tu disais, on a plus de 300 clients. Quand vous leur dites, non, on vous propose de vous mettre en relation avec des influenceurs qui ont moins de 18 000 followers, est-ce que vous avez un ROI à afficher? Vous offrez un suivi de vos campagnes d'influence? Ça se passe comment? C'est une très bonne question parce que c'est le marketing d'influence, on sait que ça fonctionne. Mais les freins et les problématiques qu'il y a, c'est le ROI. C'est vraiment... Nous, on a pensé à un tableau de bord
qu'on a créé parce qu'on est obligé d'éduquer aussi ce marché-là au marketing d'influence. Notre approche, en vérité, elle est beaucoup sur de l'aide à la compréhension du monde du marketing d'influence. C'est-à-dire que nous, on va donner les clés pour qu'ils comprennent qu'un influenceur qui a 50 000, 70 000 abonnés, 200 000, et qui te fait 3 stories chez toi, ça a de la valeur. Mais est-ce que du coup, vous avez des chiffres à lui montrer ? Est-ce que vous leur dites, un influenceur qui a 100 000 abonnés, globalement, il vous apporte, 10 tables ? Nous, ce qu'on vend, c'est de la visibilité. Donc, on a une obligation de moyens, donc te rendre visible via les influenceurs. Et en fait, ce qui est important quand tu fais du marketing d'influence, c'est le nombre de personnes qui te voient. C'est le nombre de personnes. Donc, ça s'appelle le reach. Donc, c'est le nombre de pages Instagram que tu vas toucher via du contenu fait par un influenceur. Et nous, en fait, on a un tableau de bord qui va te dire combien de personnes tu vas toucher tous les mois via les influenceurs reçus. Quand tu touches 200 000 personnes par mois, parce que tu as reçu 10, 15, 20 influenceurs, bah, tu sais que, allez, peut-être qu'à 1% des personnes, voire 0,1% des personnes qui viennent. Vous n'avez pas manière de traquer qui est venu parce que tel influenceur ? Hyper intéressant parce que nous, notre boulot, il est là. C'est qu'on veut faire évoluer l'application pour la rendre la plus héroïste possible. C'est le nerf de la guerre. Ouais. D'un moment, quand tu dis, je t'ai apporté tant, il n'y a même plus de questions. Donc là, on a de la chance d'avoir des restos et d'être restaurateurs nous-mêmes. Donc on a fait pas mal de tests, notamment avec Pongo. Je sais pas si tu en as entendu parler, dans la food tech, ils sont assez connus, ils font de la fidélisation. Ça me dit quelque chose. Ils ont un système de roues où tu peux faire gagner donc des desserts, etc. avec un lien. Et nous, ce qu'on a fait, c'est que on a pris Pongo, on l'a mis chez Grupo Mimo et on a demandé aux influenceurs qui venaient de l'app de partager une roue où les utilisateurs pouvaient gagner un dessert, un café, etc. Mais pour gagner ce café ou ce dessert, il fallait que tu me laisses ton téléphone portable, ton prénom, ton nom. D'accord. Et ensuite, Pongo a moyen de te dire quand ils viennent, parce qu'ils doivent scanner un QR code. Ouais, donc c'est votre cheval de Troie, c'est la petite puce que vous laissez pour traquer le fait que ça a bien converti. Donc là, c'est le test qu'on a lancé il y a pas très longtemps. Et 300 nouveaux clients en espace d'1 mois et demi avec une dizaine d'influenceurs. Même si tu as les numéros de téléphone plus l'adresse mail, etc. Ça a de la valeur, c'est de la data. C'est de la data. Et derrière, en plus, ce qui est bien avec ces systèmes de fidélisation, c'est que tu peux les adresser via du marketing, via des SMS, du mailing, etc. Donc tu vas les faire venir, tu vas connaître tes clients. Et nous, ce qu'on veut, c'est intégrer ça, leur donner cette data-là. Et c'est ce que veut entendre un restaurateur, de toute façon. Mais bien sûr, mais du coup, aujourd'hui, vous n'en êtes pas encore là, mais c'est des choses qui sont dans les cartons. Aujourd'hui, ce que vous pouvez promettre, c'est du reach, donc de la portée. Globalement, peut-être leur donner 2-3 chiffres. Après, moi, j'aime pas dire tu vas faire 20% de chiffre d'affaires. Je sais, parce que ça dépend beaucoup du client, de sa localisation. Ça serait de mentir que dire ça. Il y en a trop qui le font. Il n'y a pas de formule magique. Il n'y a pas de formule magique. C'est pas une baguette. C'est pas parce que tu as Emblème que demain tu vas faire plus de 20%. Et il y en a plein qui utilisent ces raccourcis-là dans la com. Je suis désolé, mais ça n'existe pas. Ouais, et tu te protèges, parce que pour X raisons, le client n'arrive pas à ce niveau de perf. Et... il va dire, du coup, je suis à 15, on fait comment ? Non, mais en fait, Coca-Cola, quand ils vont voir Publicis, ils vont pas dire, mais là, Coca, mais combien de canettes je vais vendre en plus avec cette campagne de pub ? Non, en fait, nous, notre boulot, c'est pas ça. Ton business, il tient pas qu'à ça. Et donc, on s'engagera jamais sur un chiffre d'affaires que tu vas générer, on va juste donner des études de cas. Ouais, d'accord. Alors, en parlant d'études de cas sur votre site, j'ai vu que vous expliquiez que vous permettiez de réaliser des économies par rapport à une campagne classique. Mais c'est quoi une campagne classique et les économies, c'est quoi ? Bien sûr. Alors, nous, on va parler d'un domaine qu'on connaît. Donc, c'est la communication. Les influenceurs, ce que je disais, c'est que lorsqu'ils viennent faire 3 stories chez toi, tu leur offres un repas, c'est une chance. Parce que cet influenceur-là, il est rémunéré, il est payé comme ça. En moyenne, un influenceur qui vient chez toi, c'est 300-400 euros. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est 300-400 euros et les tarifs, on les connaît parce qu'on a des logiciels qui te permettent de classifier, de savoir combien coûte une campagne avec tel ou tel influenceur. Puis même les agences, aujourd'hui, il y a plein d'agences d'influence. Donc nous, on les connaît les prix. Et quand on dit que tu as économisé tant, c'est que par rapport au nombre d'influenceurs reçus, c'est-à-dire que nous, on envoie en moyenne 13-15 influenceurs par mois pour l'ensemble de nos restos, t'as économisé des 10-15 000 euros parce que t'as reçu des influenceurs qui ont 100-200 000 abonnés et qui te demandent peut-être 1 000 euros pour faire 3 stories. Vous expliquez que c'est une dizaine d'abonnés maximum, je crois, par semaine. Pourquoi ? C'est pour éviter la saturation ou parce que le restaurateur prévoit peut-être un traitement ou un accueil particulier ? C'est pour plusieurs raisons. La première, c'est que notre boulot et notre mission, ça reste un SaaS, c'est
d'avoir un équilibre sur le nombre de demandes envoyées entre les différents établissements. Tu vas avoir toujours cette méthode cette loi de Pareto, des 20-80, ou des réservations. Parce que forcément, si t'as un établissement, moi je dis n'importe quoi, je vais parler d'un client que moi j'adore, c'est Gomu, Neko Ramen. Ils ont un pouvoir d'attraction qui est plus important que peut-être le restaurateur indépendant. Alors que le restaurateur indépendant a peut-être même plus besoin de l'app qu'un Neko Ramen ou un Gomu, tu vois. Mais nous, pour gérer ça, on essaie de réguler le nombre de demandes et mettre toujours en avant les clients qui en ont le plus besoin, concrètement. Parce qu'on sait que de toute façon, les autres ont un tel pouvoir d'attraction que de toute façon, ils auront des demandes. Et donc, le but, c'est vraiment de réguler ça pour que tout le monde soit gagnant. Bon, évidemment, si t'as un resto et que t'as bien travaillé et que t'as une attractivité qui est importante, tant mieux pour toi et tu vas recevoir plus de demandes. Mais l'idée, c'est que ça soit une moyenne qui soit assez intéressante et nous, on contrôle ça en fait. D'accord. Alors du coup, il y a un truc qui est intéressant. Tu parlais tu goûtes ces 2 restos pour toi qui sont super attractifs, donc forcément c'est plus facile, etc. Ouais. Est-ce qu'il y a des restos auxquels vous avez déjà dit non, dans ces conditions-là, ça sert à rien? Clairement, non mais clairement, on va pas se mentir, on peut pas travailler avec le bar tabac du coin, c'est impossible. Ouais. On peut pas. Par contre, oui, on a un marché qui est assez limité parce que les influenceurs ils ont l'habitude d'aller dans des lieux cool, un peu trendy et tout. Et si tu commences ça va pas marcher. Donc nous on va perdre du temps quoi. Oui, donc il y a une sorte de sélection qui est faite. On travaille avec des personnes qui ont quand même une page Instagram intéressante et que c'est un peu trendy, qui soit dans l'air du temps. Si tu tombes sur un restaurateur où tu dis bon, en termes de communication, c'est pas trop ça, vous les envoyez à exactement. Alors. Mais qu'est-ce que vous êtes intelligent. La boucle est bouclée entre guillemets, mais finalement il y a un fil conducteur. Ouais. Après il y a aussi autre chose, c'est que là on a une application qui est évolutive et nous on se pose toujours parce qu'on est sur le terrain et on sait ce dont ils ont besoin, etc. Et comme on est aussi restaurateur, on connaît les besoins. Et là on est en train d'avoir une nouvelle fonctionnalité chez nous, un autre type d'utilisateur, c'est-à-dire que on sait qu'il y a énormément de demandes sur la création de contenu. Les restaurateurs ça coûte cher, ils ont du mal à en avoir. Et donc, ça fait à peine un mois qu'on a ouvert l'application à des créateurs de contenu. Donc, c'est des personnes, soit ça peut être des vidéastes, des photographes. Sur le même système, je suis capable de faire du contenu sur du social media. On m'offre un repas pour 2 personnes et moi, je vais te créer du contenu. Ouais, c'est les fameuses UGC. Exactement. Mais j'ai l'impression que ça, c'est le sujet de 2020. Ça y est, let's go. Faut y aller. Ouais. Mais c'est. Ouais. J'en entends parler. Ah ouais, j'imagine. C'est le sujet du moment, donc on s'est adapté à ça, évidemment. Et c'est hyper intéressant parce que l'algorithme d'Instagram va te mettre en avant si tu fais ce type de contenu-là. C'est la vérité aujourd'hui. Sauf que Instagram peut changer son algorithme demain et ça sera plus la vérité, tu vois. Aussi. Et d'ailleurs, pour la précision, pour les personnes qui nous écoutent, UGC, c'est User Generated Content. Donc, c'est le contenu généré par les utilisateurs, par les clients. Et d'ailleurs, pour en revenir au sujet des influenceurs, tout à l'heure, tu disais que vous preniez des influenceurs qui, à minima, avaient 10 000 followers. Vous vous assuriez que c'était des personnes qui étaient engagées. Moi, ça m'allume un petit truc parce que tu sais qu'aujourd'hui, il y a ce scandale de ces personnes qui achètent des bases de followers. Est-ce que vous prêtez attention à ça? Est-ce que vous arrivez à détecter ça? Et du coup, l'engagement, pour vous, il se mesure sur la base de quoi? Super question, Audrey. Je pense que je vais même te demander de nous rejoindre. non, pour le coup, évidemment, en fait, notre pôle influence, et c'est une mission qu'on gère au quotidien, c'est qu'on a énormément de demandes. On n'en accepte que 10%. Aujourd'hui, on recrute à peu près 150-200 influenceurs par mois, pour te donner un peu un exemple, et on a énormément de demandes parce que on commence à être connu sur Paris, c'est là où on a le plus d'expérience. Donc concrètement, on a plusieurs logiciels qui te permettent de savoir si l'influenceur il a acheté ou non ses followers et connaître en fait le fait que ça soit authentique ou non. Donc on a un pourcentage, on sait que sur cette page Instagram, il y a 80% de ses abonnés qui sont authentiques. Et donc on vérifie ça évidemment en amont pour être sûr que le profil a un réel impact sur sa communauté. Donc après, on parle de 10 000 abonnés, c'est un prérequis. Tu peux avoir 8 000 abonnés si tu as un engagement à plus de 30%, tu peux venir sur l'application parce que nous, on sait que tu vas avoir un impact et on travaille avec des micro-influenceurs au niveau local. On va pas travailler avec, je dis n'importe quoi, Madonna, parce que de toute façon, t'as un restaurateur indépendant. Toi, si t'es dans le 8e arrondissement, tu veux toucher des gens qui sont à Paris, tu t'en fous de toucher des gens à Dijon, etc. Donc, il y a la notion de localisation. Ouais, carrément. Et du coup, l'engagement, il se mesure comment exactement? C'est le nombre de likes, de commentaires, c'est de repartages. Donc c'est le ratio entre likes plus commentaires. Donc ce qui est le plus important, c'est la donnée vraiment la plus importante. Alors après, il faut savoir que plus ton compte est important, plus c'est difficile d'avoir un taux d'engagement intéressant, parce que c'est l'algorithme qui est basé là-dessus au niveau d'Insta.
c'est évident. Mais donc je peux pas te dire la règle c'est 10% de taux d'engagement parce qu'on a des mecs qui ont 200 000 abonnés et qui ont 3 ou 4%, mais 3 ou 4% de 200 000, c'est pas pareil que 3 ou 4% de 10 000. Donc il y a pas de règle générale. Nous on s'assure juste que le contenu qui est fait soit qualitatif et qu'il a une base d'abonnés authentique. Ça c'est le prérequis. Sur les créateurs de contenu, le prérequis c'est qu'ils nous envoient leur portfolio en amont. On vérifie que le contenu soit bon en adéquation avec ce qu'on attend d'eux. Et là, tu peux rejoindre l'application. Finalement, c'est une application privée pour les créateurs de contenu et les influenceurs aujourd'hui. Et on sait que en faisant ça, on va pouvoir aider les restaurateurs à créer du contenu et à le rendre visible via les influenceurs. Et tout ça sur une application. Tu payes un abonnement tous les mois. Ça te coûte pas des milliers d'euros et... Alors, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, en effet, les sources de revenus? Donc, c'est de l'abo. C'est l'abonnement mensuel. Donc, c'est 390 € hors taxe par mois. On a un prix qui est unique. Où, justement, tu peux recevoir sur 10, 20, 30 influenceurs, ça sera toujours le même prix. Par page Instagram. C'est par page Instagram. Oui, d'accord, très bien, parce qu'en effet, en plus, tu peux tomber sur des restaurants qui sont des franchises. Ok, très bien. Et en fait, du coup, ça coûte au restaurateur l'abonnement et les repas. Et les repas qu'il offre, exactement. Ouais. Tout à fait, c'est ça. Mais finalement, c'est un tarif qu'on a décidé parce que c'est moins cher qu'un stagiaire. On a un des plus gros réseaux de micro-influenceurs. Sur du SaaS, 390 € par mois, c'est un prix quand même, tu vois, en vrai. Oui, mais c'est un service professionnel. Donc tout à fait. Ils n'ont pas l'habitude de ça. Nous, quand on nous met en concurrence avec d'autres applications sur le marché de la food tech. Ah ouais, mais il y en a d'autres qui proposent... Non, mais d'autres applications qui vont t'aider à gérer tes stocks, voilà, plein de choses. Et du coup, sur ça, nous, on est les plus chers, mais c'est juste qu'on fait pas. On est une agence. C'est pas le même service. On est une agence sur une seule et même application. Et ça, c'est assez cool. Et donc, c'est pour ça que je t'en parle. C'est que, en fait, quand on est des professionnels de la communication, on sait que, c'est rien. Oui, parce que 400 € par mois, c'est 5 000 €. C'était même pas un stagiaire. Il y a une question qui m'a traversé l'esprit. Ah oui, du coup, les influenceurs, ils doivent notifier dans leur story que c'est sponsorisé ou... Non, intéressant. Est-ce que c'est l'autre sujet C'est le sujet du moment en plus. Dans l'idée, normalement, ils sont obligés de le faire. Mais en fait, il y a un truc un peu flou avec Emblème, c'est que nous, on paye pas les influenceurs. Ils sont là parce qu'ils ont envie d'être là. Et ils choisissent l'établissement dans lequel ils veulent aller. Et le restaurateur, c'est du troc. Il n'y a pas de transaction financière. Ça s'inscrit dans son quotidien. Elle va au restaurant, elle vient manger. Donc, évidemment, c'est pour ça que c'est en train il y a beaucoup de choses qui vont bouger sur ce secteur-là et qui vont être formalisées. Et évidemment, il y aura des règles dessus parce que il faut l'encadrer. Parce que c'est comme toute nouvelle industrie pour éviter les abus et pour pas duper les utilisateurs. Ça, c'est une évidence et je comprends. Il faut, mais justement, c'est intéressant parce que si le gouvernement commence à s'intéresser au marketing d'influence, c'est que je pense qu'on a choisi le bon secteur. Ouais, mais t'as vu tous les scandales qu'il y a eu récemment avec les influx voleurs. Après, nous, on est loin de ce monde-là. Pour nous, c'est même pas des influenceurs, c'est des stars de la télé-réalité. Rien à voir avec nous, parce que nous... Oui, parce que vous êtes sur de la micro-influence en plus. Mais d'ailleurs, vous avez des gros influenceurs sur l'app? Ils sont dessus, mais le truc aussi, c'est que... Comment dire? Il y a un truc chez les influenceurs. Entre eux, quand ils parlent, c'est « Toi aussi, t'as Emblème et tu manges gratuit au restaurant. » C'est limite, on n'en parle pas trop, quoi. Ah ouais, j'aurais pas pensé que ça pose... Moi, je sais pas, je me dirais, c'est les tickets resto. Ouais, je suis d'accord. Non, mais clairement, mais je t'assure, et nous, on savait pas parce qu'on s'en est rendu compte parce qu'on est tombé sur une vidéo d'un influenceur qui parlait justement avec un autre influenceur et qui disait toi aussi t'as Emblème ou tu fais des stories, tu manges au resto gratuit, machin. Ouais, donc il y a quand même un sujet autour de est-ce que c'est su ou pas, que le contenu qui est produit, c'est ça, que ce soit authentique, etc. Il y a un vrai sujet, mais bon, c'est cool, c'est pas grave, tu vois. Et d'ailleurs, aujourd'hui, est-ce que tu peux me dire, sur tous les influenceurs que vous avez, il y en a combien d'actifs et il y en a combien de dormants? Ça, c'est vraiment la vraie question sur le SaaS. Aujourd'hui, il y en a 4000 qui sont référencés. D'accord. Je dirais qu'il y en a 1200, 1300 qui sont actifs, un truc comme ça. Ouais, d'accord, donc un 30%. Ouais, voilà ça. Après, on a encore du boulot, là, sur ça, justement. On est en train comme je t'ai dit, d'essayer de lever des fonds pour pouvoir se développer au niveau de la tech. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux développeurs uniquement sur l'application. Ouais, carrément. Ouais, donc on a besoin
vraiment d'aller beaucoup plus loin sur le produit. Et c'est vraiment cette année-là, en 2023, où on fait un focus sur la tech. Et donc, c'est 30%, ok, mais il y a tellement de choses à faire pour aller pour en avoir beaucoup plus, tu vois. Et en fait, finalement, au lieu d'en recruter d'autres, il faut juste travailler sur la base qu'on a déjà, tu vois. Je pense que l'app, elle est intéressante pour les micro-influenceurs. Elle est trop gros au final. Enfin, tu vois, quand t'es un énorme... tu payes ou c'est payé par tes sponsors, ton agence. Ouais, c'est ça. C'est pas la cible. C'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on fait. Demain, si tu vois, on pourrait se dire si on va sur les marques, etc. Bah pourquoi pas. Mais nous, c'est vraiment le SMB, quoi. Donc on veut vraiment sur un marché qui est important à taille humaine et aider. Comme je te dis, moi, c'est ce qui me tient à cœur, c'est de pouvoir voir l'impact au niveau. Si demain on va sur des marques, ça m'intéressera moins, je t'avoue. On pourrait, hein, mais moi personnellement, bah ça y est, je pense que avec le temps, je sais ce qui me plaît et c'est ce monde-là, quoi. Enfin, la restauration, ça me définit bien. Donc. Tout à l'heure, tu as parlé de développement en France et développement en Europe. Ouais. Est-ce qu'il y a des marchés prioritaires en Europe et est-ce que vous avez des vues en dehors de cette zone-là ? Bien sûr, alors ouais, pourquoi pas les États-Unis un jour, mais et c'est dingue parce qu'en fait, nous, notre marché, je te dis ça, mais c'est pas pour rien. C'est un truc qu'on a vraiment regardé. Notre marché, il est là où sont les influenceurs. C'est aussi simple que ça. Donc bah oui, je dis Los Angeles parce que en fait Los Angeles, juste avec cette ville, il y a encore plus d'influenceurs que dans toute l'Europe, carrément, quoi. Donc donc du coup nous on doit aller sur ces marchés-là. Donc ça sera là la priorité, ça va être Londres, ça va être Barcelone évidemment, ça va être Milan, Rome, mais nous on sait que le développement d'Emblème passera que par les grandes villes. On peut pas se dire je vais adresser Dijon, enfin c'est pas possible. Ah ouais, parce qu'en France vous êtes en France on est dans les grandes villes. Okay. Donc Lyon, Bordeaux, Lille, Marseille, etc. Oui, voilà, d'accord, les 10 premières villes françaises. Sur de l'influence en tout cas, c'est compliqué. Pourquoi pas sur les créateurs de contenu, parce que là pour le coup, c'est un autre besoin, c'est autre chose. Et là on peut adresser plus de monde. D'où le fait que cette année est assez intéressante pour le développement de la structure. Mais ouais, on peut pas aller là où on veut, quoi. Oui, c'est mal. Tout à l'heure, tu as évoqué Pongo. Est-ce que vous avez des partenariats avec d'autres Ouais, totalement. Justement, pendant un moment, nous, on était très éloignés. C'est ce que je te disais au tout début quand on s'est contacté. Tu connaissais pas, etc. C'est que on était dans notre... C'est un très familial Emblème et on est dans notre famille, on est dans notre monde. Mais l'année dernière et surtout en ce début d'année, on s'est dit qu'il faut qu'on se rapproche environnement de l'écosystème parce qu'ils ont plein de choses aussi à nous apporter, on a des choses à leur apporter. Et ouais, on a des partenariats avec ZenChef maintenant, Malou. Donc Malou, c'est une application qui fait du référencement pour les restaurateurs aussi, donc du SEO, etc. Donc c'est important également quand même. Google, faut pas l'oublier dans tout ça. Donc, c'est assez complémentaire aussi sur la manière dont on travaille. Pongo, pareil, la fidélisation sur les restaurateurs, sur le CHR. Je suis assez content de m'être rapproché d'eux. ZenChef, bon, thème de réservation pour les restaurateurs. J'apprécie énormément ZenChef parce que eux, ils ont un modèle et un développement qui nous touche parce que c'est exactement un peu dans ce mood-là qu'on est. C'est-à-dire, on a pris le temps de faire les choses. Donc, ça fait 8 ans qu'ils font ça. Ils ont pris le temps d'avancer au fur et à mesure sans faire de levée de fonds ou quoi que ce soit, tu vois. Donc c'est assez rare. C'est rare dans l'écosystème startup de se dire tu bootstrap et ensuite à la limite tu vois aux besoins. Et moi je trouve que c'est trop bien. C'est assez sain. C'est assez sain, tu avances au fur et à mesure. Après si tu veux accélérer, je dis ça c'est assez sain mais c'est cool aussi parce qu'on a besoin d'accélérer parce que la concurrence est telle aussi que tu as besoin d'aller plus vite que les autres. Donc j'entends, mais quand tu y arrives et que t'as une place aussi prépondérante, bravo à eux, quoi. Bravo à eux. Je retire mon chapeau et c'est pareil, moi j'ai un côté hyper bienveillant, sain que je veux dans mon équipe et que je veux aussi dans mon entourage. Et c'est du coup des personnes pareil avec Pongo que j'apprécie énormément, rien que sur les différents échanges qu'on a eus. Et sur des produits qui sont complémentaires. Donc ZenChef, parfait, parce qu'on fait de la réservation. C'est des vrais partenaires, c'est des vrais copains. Pas genre, on est juste dans le même milieu, mais on n'a rien à voir ensemble. Et les sales, quand on s'envoie des leads, non, on parle vraiment de ça, quoi. On fait de la réservation avec les influenceurs. T'as commissionné tes sales sur des ventes d'offres de partenaires? Ah non. Non, donc pour l'instant, c'est vraiment, on s'apprécie, on est utile les uns pour les autres. Un truc assez sain par rapport à ça. Je suis pas fan, à part si tu fais un partenariat qui n'a rien à voir avec ton secteur, mais
d'objectiver moi personnellement mes sales sur une autre boîte. Nous, on a une approche où on va voir des restaurateurs où on est vraiment là pour les aider. Mais on parle pas notre app, en fait, on va parler de tout l'univers de la digitalisation pour lui donner les clés. Donc, en fait, ça arrive naturellement. Si t'as un client, tu vois qu'il a un besoin en référencement, bah très bien. Nous, on a des partenaires qu'on connaît, et donc on t'envoie le contact et t'auras un prix, c'est cool. Mais ça se fait, c'est humain, quoi. Enfin, c'est par rapport aux besoins de chacun. Si je commence à mettre des objectifs dessus, bah ils vont peut-être le placer au mauvais moment. Enfin, tu vois, c'est. Oui, t'as peur que ça dénature l'accompagnement qu'ils sont censés donner à leurs Exactement. Et le monde de la restauration, c'est un petit monde. C'est un petit monde et il faut pas faire n'importe quoi. Faut pas se griller. Il faut que ça soit sain. Faut que ça soit simple, que ça soit complémentaire parce qu'il en a besoin. S'il a besoin d'un photographe, bah pareil. Alors nous, on a l'agence, mais finalement, on est sur d'autres marchés maintenant. Donc plus on avance et moins on va s'occuper de restaurateurs, mais plus de marques. Donc du coup, on a aussi des agences de communication qui ressemblent à Emblème aussi, qui ressemblaient à Emblème avant. Enfin, et du coup, on est proche des photographes, on freelance aussi. Le but, c'est d'être le plus simple possible. Ok, t'as besoin de ça, bah nous, on va te mettre en relation avec les bonnes personnes. D'ailleurs, t'as revu des anciens clients de chez Tiller, j'imagine. Ouais, bien sûr. Alors. Ouais. Ça, c'est une bonne question. Tu pensais que le CRM. Comme. C'est enregistré, je vais faire une UG, c'est deux. De toute façon, ils ont été rachetés par Sony, c'est pas les mêmes. Non, bah ouais, ce fameux portefeuille. Pardon, il y a des personnes que tu as revues. Ouais, bien sûr. En fait, mon réseau professionnel, je l'ai construit aussi grâce à Tiller. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est un sujet. Tu sais, souvent dans les contrats des commerciaux, on te donne une clause d'exclusivité, etc. Mais en fait, c'est notre job. Ouais, grave. Et ça, en fait, le portefeuille que tu te crées, bien évidemment, il est lié à l'offre que tu vends, donc à l'entreprise pour laquelle tu travailles, mais les relations que tu noues. Ça, tu pourras jamais l'enlever. Moi, je sais que j'ai d'anciens clients et prospects qui sont devenus des amis. Exactement. Moi, je vais te donner un exemple aussi. Tu vois, tout simple. J'ai jamais eu de téléphone pro. Ouais, moi j'en ai eu, mais en fait, au bout de quelques années, ça m'a saoulé. Maintenant, j'ai le même numéro depuis des années aussi. Juste pour te dire, donc voilà. Donc après. Non, mais c'est pas ça, c'est que moi, franchement, je suis là, je crée des relations, change des numéros avec des gens que j'apprécie aussi et qui me font confiance et donc j'estime que cette relation que j'ai, elle m'appartient. Oui, et je suis d'accord. Ok, bah écoute, très cool. Je pense qu'on a fait un bon tour là sur la partie business model. J'aimerais bien qu'on parle un petit peu de la vente. Déjà, toi, t'es arrivé chez Emblème en tant que commercial. À partir de quel moment tu montes l'équipe et aujourd'hui, vous êtes combien Bah ouais, je suis arrivé donc en tant que commercial évidemment chez Emblème. Après, on découte de nouveau avec les restaurateurs. Et concrètement, donc ça fait comme je te l'ai dit tout à l'heure 1 an et demi que je suis directeur commercial. Au moment où en fait l'entreprise se sépare entre l'agence et l'application. Donc Edouard me dit bah voilà, moi je vais vraiment faire un focus sur l'application et créer une entité à part entière avec un projet où on a envie d'aller décrocher les étoiles. Bah au début on est deux sales, on part avec 2 sales de l'ancienne équipe dans laquelle j'étais en fait, et en fait tu vends, enfin le but c'est c'est ça, il y a pas tant de rôle, on n'a pas dit bah voilà, là je vais être on y va parce qu'il faut envoyer, enfin faut prouver que c'est un modèle qui fonctionne. On a fait un tour de table avec quelques investisseurs où on a réussi à avoir 700-800 000 euros. Il y a des clients de l'app qui ont investi. On se dit bon voilà, il faut que ça marche maintenant, et donc comme tout vendeur, il faut mettre, moi j'ai pas la prétention de me dire waouh, j'arrête la vente et je supervise. Non, on y va, on vend, et au fur et à mesure des ventes, on va commencer à recruter d'autres sales, et c'est à ce moment-là que il fallait structurer l'équipe, parce qu'on est monté rapidement à 4-5 sales. Ok, alors comment elle se structure cette équipe? Moi, il y a toujours eu, j'ai l'école Tiller où en fait chaque sales doit être indépendant sur sa prospection, et je pense qu'un bon sales c'est quelqu'un qui sait tout faire et qui doit pas juste closer. C'est bien juste closer, mais en fait
En vérité, les meilleurs sales, c'est ceux qui sont indépendants. Et je suis de cette école-là, donc j'avais toujours hésité à monter une équipe de SDR, etc. Ça a toujours été la vraie question. SDR, juste pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, c'est un sales development représentative, et en général, ce sont les personnes qui sont en charge de prospecter, d'obtenir des rendez-vous. C'est ça, exactement. Je m'étais posé la question. Moi, quand on est parti de l'agence et qu'on a monté Lab, donc je suis parti avec 2 sales. Donc on était 3, dont une sales qui s'appelle donc Eugénie, qui était en alternance chez nous, qui on a proposé un CDI lorsqu'on a monté Emblème en fait. Donc c'est une équipe que je connaissais bien en fait. Et l'idée c'est de se dire ok, on va continuer à recruter des sales, mais essayons tout de même cette stratégie-là où tu as un SDR au moins. Ce qu'on a fait en faisant confiance à une personne en plus, parce que moi je suis comme ça au niveau du recrutement. J'avais pas de titre forcément directeur commercial, etc. C'est juste que ça faisait 3 ans que j'étais chez Emblème. Du coup là, au niveau commercial, c'était moi qui avais le plus d'expérience et j'étais proche de Edouard, donc les entretiens évidemment je les faisais. Et du coup on a fait confiance à une personne qui avait jamais fait ça avant quoi. Et c'est juste au niveau du fit et moi je trouve que sur du SMB en tout cas, c'est beaucoup l'humain qui va faire que ça va fonctionner. Moi, avant tout, je veux voir qui est la personne. Après, je prends ma décision donc au feeling en vrai. Et donc, cette personne-là, c'est Tim. Et aujourd'hui, elle est sales. Chez nous, elle a performé directement. Et en fait, quand ça prend 90, 100 rendez-vous sur un mois, tu te dis, ouais, il y a même pas de question en fait. Ah oui, donc, mais alors du coup, quand tu dis il est sales, il est SDR ou il a account executive? Lui, il était donc SDR, donc son boulot c'était de prendre des rendez-vous. C'était un premier test avec lui. Et après, les sales remplissaient leur agenda, etc. Mais c'est du bonus d'avoir des rendez-vous SDR. Et ça marche toujours comme ça aujourd'hui. Ah ouais, d'accord. Donc en fait, tu as des SDR et des account executives, tu les appelles comme ça? Ouais, on les appelle business developer. Après, Oui, le titre, c'est pas... Mais du coup, en fait, tes business développeurs doivent faire leur prospection et closer. Et si en plus de ça, il y a du lead entrant grâce au SDR, c'est tant mieux. Et moi, je pense qu'il faut le prendre comme un bonus, toujours. Ouais. Parce que il faut pas que le sales perde la valeur de ce qui est un rendez-vous. Ouais. C'est beaucoup de temps. C'est difficile. C'est vraiment la partie la plus importante et en même temps la plus ingrate du boulot de commercial. Donc, si je monte une équipe, je demanderai toujours à mes sales de continuer à prospecter. Parce qu'il faut pas tomber dans le luxe ou dans le... Franchement, t'as tellement raison. C'est la base pour moi. C'est vraiment... Et donc, moi, les SDR, c'est vraiment hyper important. On en a 3 aujourd'hui. Et donc, 5 sales. Oui, d'accord. Donc, en plus, ça te permet de pas rentrer dans ce schéma classique où tu vois 2 SDR pour un bizdev, qui se régalent. 2 petits esclaves. Non, mais t'as raison. Oui. Moi, je veux pas ce rapport de force-là. Ouais. Je veux pas ce rapport de force, c'est du bonus. Et quand j'ai des sales qui me disent, ouais, j'ai eu mon rendez-vous, mais en fait... Tu débrouilles. Non, mais c'est pas ça, c'est que t'es indépendant. Ouais. T'as besoin de personne. Si t'as un rendez-vous, tant mieux. Si t'en as pas, tu colles. Ouais. Je trouve que c'est le truc le plus sain. Je veux aller sur ce type d'organisation-là, donc ensuite, moi j'ai eu l'organisation de l'équipe à partir de 3 ou 4 mois, une fois que Emblème était lancé, qu'on avait une organisation. Et là où c'était intéressant aussi d'avoir les remontées du terrain pour aussi améliorer le produit derrière. Moi, ce que j'adore, c'est aussi ce côté-là où j'ai une équipe qui est entre guillemets à mon image. Je les aime comme si c'était mes enfants entre guillemets. Et c'est un truc de fou parce que surtout avec Eugénie qui était en alternance chez nous, qui est passé en CDI, qui ensuite a commencé à apprendre ce métier-là avec moi, avec d'autres sales. Et qui a performé derrière, et tu dis, tu vois les gens grandir. Alors, du coup, est-ce que ça veut dire que tu préfères recruter des profils juniors? En vrai, je vais dire la vérité, je pense que j'aime bien voir évoluer des personnes pour les faire grandir et leur apporter mon expérience. Parce que ça me ressemble. Mais est-ce que je vais faire ça tout le long? Je pense pas, parce que on va devoir accélérer et de toute façon, on va aller sur des profils beaucoup plus expérimentés. Mais c'est vrai que moi j'ai ça me concerne, mais c'est ce côté-là de coacher et d'aider ce qui est hyper intéressant. Quand tu prends des profils expérimentés, faut être là, mais c'est différent. C'est différent parce que tu parles que de performance et tu vas juste essayer de faire en sorte qu'il soit épanoui, qu'il ait tout ce qu'il faut pour avoir les meilleures performances. Mais c'est différent de donner
les clés à une personne qui ne les a pas. Alors, du coup, tu as mis des choses en place, ça se passe comment? Moi, du coup, école Tiller. Alors, il y a 2 choses qu'on fait et qui me tiennent à cœur. On fait des trainings 1 fois par semaine. Donc, toujours mise en situation client versus sales. Pour toujours avoir un script de vente que j'ai écrit qui soit le plus cohérent possible et que tout le monde ait le même discours et surtout la même posture, c'est d'aider le restaurateur et de pas juste uniquement arriver et de lui parler de ton application et partir. C'est pas ça, c'est vraiment comprendre son organisation en termes de business, en termes de communication de manière globale et de voir si l'application peut être intéressante pour son business. Et donc ça, je vérifie vraiment 1 fois par semaine, on se fait des trainings. Je me prête au jeu toujours aussi parce que c'est important d'être toujours sur le terrain. Je vends aussi, bien sûr, sur un marché comme ça. Je vais voir des agences de communication parce qu'il y a aussi un côté où là, c'est vraiment B2B puisque nous, on a monté l'application comme un outil à la base. Que vous pouvez vous revendre. Ouais. Exactement. Donc, je vois beaucoup d'agences. Donc c'est assez intéressant aussi, donc c'est d'autres types de clients et moi je prends un peu de hauteur par rapport à ça, mais je trouve ça assez cool et je vends évidemment là par exemple j'ai un sales qui est parti en vacances, il part top sales en plus là donc c'est magnifique. Je peux pas lui dire non. On le relâche. Je peux pas lui dire non, vas-y régale-toi en Martinique, c'est top sales que j'ai rien à te dire, amuse-toi. Et donc je vais faire ces rendez-vous. Ouais. Et c'est cool et je pense que il faut continuer à le faire parce que ça se perd vite. En vrai, ça se perd vite. Donc, on fait des trainings 1 fois par semaine. On a un script de vente qui évolue en fonction aussi de l'application et de services qu'on propose. Mais surtout, on fait une revue de presse 1 fois par semaine. Et c'est chaque personne de l'équipe, donc une personne est tirée au sort, pour faire une revue de presse sur le monde de la communication et sur la food. Ce qui permet d'être toujours en veille sur ce marché-là et d'avoir toujours les bonnes pratiques, savoir quels sont les restaurants tendances du moment, quelles sont les bonnes pratiques en termes de communication, et comme ça on sait qu'on a des sales qui sont toujours là à capter ce qu'on fait et à comprendre leur environnement et à apporter de la plus-value lorsqu'ils vont en rendez-vous, parce que ce lien de confiance là tu l'auras uniquement que si t'es crédible et que tu sais de quoi tu parles, et ça c'est l'école Cubine pour le coup, mais ça c'est hyper important, je trouve ça hyper intéressant. Donc chaque personne tout le monde passe et 1 fois par semaine c'est une personne différente. Ouais. Donc ça c'est assez cool et ensuite on fait beaucoup de challenges, on est très très joueurs évidemment. Là on a scindé l'équipe en 2, on a fait équipe verte, équipe bleue. Celui qui perd il paye le resto à l'autre équipe, c'est des trucs qui sont T'as pas envie de perdre. Ouais, c'est ça, t'as compris. Ouais, c'est ça, t'as pas envie de perdre. Et c'est toujours, moi j'ai un côté aussi hyper collectif, mais à la fois j'aime bien la compétition et je veux toujours amener ça où à la fin c'est pas ils vont faire un resto, l'équipe gagnante va faire un resto ensemble, c'est on va faire un resto ensemble. J'ai trop vécu ça chez Tiller où il y avait une compétition parfois trop malsaine et je veux pas de ça chez Emblème. Tu vois, c'était une des questions que je voulais te poser parce que je pense que je l'ai compris, Tiller, ça t'a beaucoup apporté, mais moi ce que j'ai entendu aussi, que c'était un modèle commercial super c'est super violent quand même, tu vois. Ouais, c'est trop. Et du coup, toi, est-ce qu'il y a des choses qui te tiennent à cœur et tu dis, ça, c'est sûr que je le ferai pas clairement, c'est justement ce côté-là de mettre, la concurrence c'est normal, mais que ça soit sans et d'aider en fait les autres, parce que un sales qui performe c'est top, mais il faut que l'ensemble de l'équipe. Moi, je suis plus heureux quand tout le monde est à l'objet. Voilà, c'est tout. Franchement, même quand t'es sales et que t'es le seul à être à l'objet ou à avoir super formé, tu fêtes ta victoire avec personne. Ça t'isole même. Ça t'isole même, tu vois. Enfin, ouais, t'es même parfois mal vu. Comment elle fait? Forcément, si tu performes, t'as forcément triché ou, je sais pas, j'en sais rien, mais t'as toujours un truc un peu comme ça. Donc, non, moi, l'idée, c'est que vraiment, je veux, j'insiste sur le fait que tout le monde doit être à l'objet. Et du coup, on est dans un truc où on va s'aider. Moi, je parle de hier, mais ça arrive tous les jours. Hier, c'est le contact d'un sales qui a été envoyé chez un autre sales et ils sont allés au rendez-vous ensemble et c'est pour un autre sales, quoi. Alors que les objectifs, ils sont individuels ou ils sont collectifs? Ils sont individuels. C'est parce que on veut quand même de la performance, on veut toujours et de l'ownership. Ouais, carrément. Mais à travers différents challenges, je ramène du collectif. Donc justement via cette équipe où il y a un chiffre d'affaires par rapport à l'équipe, je pense que c'est important d'insister sur ça. Il faut quand même rendre à César ce qui appartient à César. Si tu as performé, tu mérites amplement le fait d'être. Donc moi, je fais des systèmes de paliers, évidemment, à la surperformance. T'as atteint ton objectif, t'as fait 120% de ton objectif, 170%. Voilà, t'as des paliers à atteindre. Et moi, je pense qu'il faut toujours encourager ça, parce que le problème, c'est que si tu mets que sur du collectif,
bah tu vas pas aller chercher des grosses performances parce que tout le monde sera à l'offre, sauf que tu n'auras pas fait de record. Oui, puis tu peux créer un système où il y a des passagers clandestins en fait. Donc exactement. C'est pas intéressant. Génial. C'est pas intéressant. Et à un moment, j'y ai pensé. C'est pas. Non, je trouve que c'est bien quand même de chacun travaille. Il y a d'autres qui travaillent plus. Il gagne plus. Moi ça me paraît logique, et surtout par rapport moi à mon parcours, tu peux y arriver, tout le monde peut y arriver, mais en fait si c'est plus dur, tu travailles plus. Et en vrai, je suis très collectif, je suis très bienveillant, mais en fait au bout d'un moment il y a pas d'excuse. Et si vraiment t'as envie d'y arriver, que t'as la motivation, c'est dur, tu prends plus de rendez-vous en fait. Et tu peux y arriver. Tu peux y arriver, c'est juste qu'il faut croire en toi et faire comme si. Moi j'étais vraiment le pro quand j'étais sales de. On est dernier jour du mois, il reste quelques jours du mois et je suis pas du tout à l'oeuvre. Il y a personne qui va parier sur moi et je vais faire un truc. T'es pas au bureau ce jour-là. Et je vais faire un truc sur les 3 ou 4 jours où je te close tout le monde et je vais venir top sales, tu vois. Et ça, j'adore ces histoires-là, tu vois. Mais sauf que ça se fait, c'est pas parce que je pense que c'est juste que ça fait partie aussi de ma scolarité. Je suis toujours moyen. C'est juste qu'au bout d'un moment, tu te réveilles quoi. Allez, let's go quoi. Ouais. Et alors du coup, le système de REM, ça se passe comment en fait, que ce soit sur les SDR et les BizDev? C'est simple, vu que c'est quand même, on va dire des montants qui sont assez faibles. Nous, on a la chance de pouvoir payer au mois les primes. Donc dès que tu vends une app, t'as 8,33% du montant annuel de l'application. Ça veut dire que les sales closent sur l'année? Ouais. Comme un SaaS vraiment. Ouais, d'accord. Et là, t'as 8,33% donc du montant annuel. Par contrat, 300 et quelques euros. Oui, c'est ça. T'as 300 euros à peu près par contrat. Ouais. Et ensuite, t'as des paliers une fois que t'as atteint des objectifs assez intéressants où la boîte commence, où tu fais un mois un peu exceptionnel. Du coup, tu dois avoir aussi une paye exceptionnelle. Et les SDR, pareil, à la prise de rendez-vous. Et lorsqu'un rendez-vous, il close, ce qui permet d'être sûr d'envoyer des rendez-vous qualifiés. Voilà, tu vois. Qualifié et qui signe, tu vois, on t'envoie pas une brique et. Oui, voilà. T'inquiète pas, c'est intéressant. Il est au courant. Il sait que tu vas passer. Ouais. Tu vois. Alors du coup, sur les SDR, c'est le nombre de rendez-vous plus le closing derrière. Ouais. Et ça, là, t'as une activation en plus. Et ensuite, il y a un objectif aussi pareil pour les SDR de surperformance où t'as des paliers de même manière pour aller chercher plus. C'est déplafonné? Complètement. Et en termes de ratio, on est sur du 50% fixe, 50% de variable? Ouais, c'est ça. Ouais, j'imagine. Ouais, c'est exactement ça. T'as des trucs un peu compliqués. Et le fixe est dans la moyenne du marché. Donc, en vérité, on paye bien. Je trouve que c'est grave faire. Les sales sont pas à plaindre chez nous. D'accord. Mais je trouve que c'est important. Quand tu dis on paye bien, je sais que les gens peuvent pas forcément donner les salaires, mais au moins on peut payer un loyer. Ouais, oui. Voilà. Ouais. Totalement, peut-être 2-3. Non mais okay. C'est important. Ouais. C'est important parce que, on va pas se mentir, c'est aussi, pas pour tout le monde, mais une motivation qui est quand même importante chez les sales, c'est de pouvoir rémunérer à hauteur de ce que tu vends. Moi, je trouve que c'est important, quoi. Non, mais c'est important. Dans l'épisode avec Nassim, on en parlait. Il expliquait que quand la rémunération était trop agressive sur les profils commerciaux, ça entraînait des risques, ce qu'on appelle les risques psychosociaux, parce que tous les mois, tu l'as vécu, t'es stressé, tu sais pas si tu veux payer ton loyer. Ouais, c'est ça. Et en plus, aujourd'hui, toi, c'est sur une population de sales, j'imagine, qui doit être sur le terrain. T'as pas envie de vivre à 2 heures de Paris quand tu dois adresser le marché parisien, tu vois. Clairement d'accord, je suis vraiment d'accord avec toi. Et moi, du coup, comme je l'ai vécu, je veux que le fixe soit quand même minimum intéressant pour que tu puisses vivre normalement. Mais de toute façon, si tu fais pas tes primes, tu peux pas espérer aussi rester longtemps chez Emblem non plus. Celle qui vend pas, c'est quand même toujours compliqué. Donc généralement, t'es toujours assez bien parce que tu prends tes primes au moment où tu vends une app. Et on n'a pas de système t'arrives, il faut que t'en vendes 10 minimum pour débloquer, etc. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se passe, une vente chez Emblem? Ouais, bien sûr. Le lundi, alors les semaines, elles sont organisées de cette manière-là. Le lundi et mercredi, c'est 2 jours qui sont consacrés uniquement à la prospection. Les jours de vente sont le mardi, jeudi, vendredi, du coup. L'idée, c'est que chaque sales ait un minimum de 15 rendez-vous par tête, parce qu'on reste sur un taux de conversion où doit être de minimum de l'équipe sur 20%. Et c'est ce qui nous permet d'atteindre nos objectifs. Donc là, je suis hyper rigoureux sur ça, sur la prise de rendez-vous. C'est la base. Donc pas de rendez-vous sur ces 2 jours-là. Prise de rendez-vous donc lundi, donc tu bookes ta journée du mardi. Mercredi, tu bookes jeudi, vendredi, du coup. Dans l'idée, c'est comme ça que j'aime organiser les semaines. Après, ça peut bouger en fonction du nombre de rendez-vous pris par les SDR. Si vraiment t'es bien, on peut faire sauter un jour. Et ensuite, la prise de rendez-vous, elle est simple, On repère déjà la page Instagram. Comme on le disait, il faut
faut que le resto soit quand même assez cool et que ça soit adressable par rapport aux influenceurs. Donc on vérifie déjà si le resto donne envie et qui a du potentiel avant de le contacter. Et donc ensuite c'est call. T'appelles, on te connaît pas, on va faire des différences. Moi j'adore parce que c'est un jeu pour moi. J'aime bien en plus me prêter au jeu. C'est un défi. Moi j'adore. De toute façon à partir du moment où t'as des chiffres, une performance à atteindre. Et du coup c'est des sprints de call. Donc moi j'aime pas te dire ah ouais tu vas coller toute la journée. C'est juste organise ta journée pour que sur les moments où tu es sûr d'avoir le prospect, tu puisses l'avoir et parler avec l'hôtel. T'appelles pas de midi à 2h. Voilà, logique, totalement. Et même moi je veux jouer sur des sprints. Alors, t'as 1 heure où tu te tues. Au moins je trouve que t'es là, c'est un peu plus logique. Et le reste du temps, t'es t'enquêtes sur ce qui est bien en termes de lead à contacter. Et 1 heure où on est tous ensemble et on colle. Et il y a j'aime bien cette atmosphère qu'il y a, cette énergie qui est dégagée par chaque personne. Et parfois ça peut être dur, mais t'entends l'autre, il est là, il rigole, il fait des blagues avec le prospect. Et du coup, ça te donne envie tu prends cette énergie-là, tu la captes et t'y vas. Et ensuite sur le rendez-vous, l'objectif c'est vraiment toujours le même, c'est de comprendre quel est l'environnement du restaurateur, comment il fait, en fait c'est quoi son histoire, s'intéresser réellement à la personne. On parle toujours de découverte, on dit toujours la même chose, et on dit oui intéresse-toi à ton prospect, mais c'est genre tu t'intéresses vraiment à ton prospect. C'est pas genre tu vas faire une liste de questions, oui combien de couverts, non c'est qui la personne que t'as en face de toi. Tu dois même connaître à la fin qui sont ses enfants, quoi. Perso. Ouais, c'est qui ses enfants, il est parti en vacances, pour trouver du lien, et t'as confiance aux personnes avec qui tu crées du lien. Donc c'est la base, c'est intéresse-toi réellement à la personne. Pourquoi il a fait ça, qu'est-ce qu'il faisait avant, et ensuite essaie de voir est-ce qu'il y a un vrai besoin ou non, est-ce qu'on s'est pas trompé, est-ce que l'application va vraiment lui apporter quelque chose. Je veux pas que ça vende à chaque fois. Faut faire les choses dans le bon ordre. Et s'il a pas de page Instagram, s'il a pas, non, il faut un prérequis minimum. Et ensuite, c'est du circuit très court. Je pars du principe que si au bout des 2-3 jours, t'as pas de réponse, on va passer à autre chose. Donc le cycle de vente, hyper court. ok. Hyper court, en vrai, ça se vérifie. Moins d'une semaine. Et ça se vérifie. De toute façon, même sur du SMB, je pars du principe que si dans 2-3 mois. En vrai, ça sert à rien d'avoir des sales dans ce cas-là. Enfin, tu vois, genre, juste, je fais une bonne com, une bonne communication, un peu de market. Le sales, c'est vraiment là pour déclencher cet acte d'achat sur du circuit court. Et moi, je suis toujours à me dire, le pipe, ça existe pas, c'est newbies. Ils pensent pas. Mais de côté, parce que c'est le genre de... Ah oui, ça veut dire que vous réchauffez pas d'anciens leads. Oh, si, on peut le faire, mais j'y crois pas. Parce que on demande pas on vend pas des avions de chasse. Le marché est quand même assez large et profond, donc il faut passer vite à autre chose. Et mentalement aussi, comme on est sur des circuits courts et qu'on demande un objectif au mois, t'as pas le temps de penser aux autres gars qui te répondent pas depuis une semaine. Il doit closer rapidement. À partir du moment où c'est closé, il est onboardé. Alors après, au niveau de l'onboarding, là, on est vraiment bien structuré parce que c'est les 2 grosses équipes, c'est l'équipe sales et l'équipe influence qui va chercher des influenceurs et qui va onboarder l'ensemble des clients et qui va garder le contact avec le client derrière. D'accord. Où il y a, et là c'est des sujets qui sont intéressants parce que là on est en train de réfléchir à un nouveau poste Customer Success que je suis, et j'aime beaucoup ce sujet-là parce que ça me concerne aussi et c'est d'autres compétences qui sont intéressantes aussi à aborder. Et là en fait on a un système où une fois par mois on appelle notre client pour savoir comment ça se passe, prendre la température. Comme on est une startup et qu'on a besoin d'avoir des use cases hyper intéressantes, on prend la température tout le temps. On demande, du coup, t'as ressenti un impact. NPS? Ouais, alors on n'y est pas encore en structure, hein. Mais oui, dans l'idée, c'est ce qu'il faut qu'on fasse. On veut aller vers ça, mais voilà, on est au début, on est encore en train de structurer. Mais voilà, donc on a un suivi, comme il faut être hyper flexible avec des restaurateurs et qui travaillent du lundi au samedi. Nous, on a un groupe WhatsApp avec chaque client où du lundi au samedi, il peut poser des questions sur l'opérationnel, j'ai un problème de réservation, etc. Et on est hyper réactif sur ça. Et on est obligé de l'être parce que on travaille avec des gens qui travaillent du très tôt le matin et tard le soir. Mais ça, c'est les sales qui s'en chargent? Non, pas du tout. C'est pas l'influence. Ouais, d'accord. C'est vraiment pour dire de A à Z. Et l'onboarding, ça se fait dans les 2 jours. Donc ça va très vite sur les référencements. Le référencement sur l'application. Et après, on a un suivi tous les mois. Le sales, pour moi, c'est du newbies. Et je veux même pas qu'il sache que lui, il est parti ou que... Oui, d'accord. C'est newbies parce que moi, je le sais. Quand tu commences à
à trop voir ce qui se passe dans le fond, t'en as besoin, mais c'est difficile après de rester focus. Puis tu te mets à ronger un os que tu as déjà rongé plusieurs fois, d'autant plus que vous êtes sur un cycle de vente qui est court, la solution elle est simple, elle est efficace, etc. Mais du coup, ça amène à la question de votre acquisition. C'est juste c'est quoi? C'est de la base de données? C'est du marketing qui vous envoie des leads? Non, pas du tout, non. C'est call à froid. On regarde sur Instagram, on a allez 30-40 leads par mois, je pense entrants, on va dire. Mais c'est tout. Après, le reste, c'est notre travail et c'est call, appel. Ouais, c'est vraiment Insta. outbound, outbound organique. Après, justement, je viens de recruter un lead generation ou gross hacker slash, enfin plein de choses, on peut dire plein de choses, mais c'est un peu un couteau suisse. Il avait une agence avant, etc. Et du coup, pour pouvoir faire du mailing, etc. Et essayer de se mettre en relation avec le marketing et la communication. Mais comme je le dis, nous là, on est arrivé là où on en est. Sans market, sans com, avec 2 devs. Et donc, on a tout à faire. Ça veut dire que le potentiel est fou parce que on n'a rien fait en termes de market, on n'a rien fait en termes de com. On n'a pas encore développé tout ce qu'on voulait faire en termes de fonctionnalité. Les clients, ils vous recommandent? Ouais, ça y est. Ça y est, on arrive dans un truc où je suis trop content, surtout sur des belles références, hein, tu vois. Des mecs qui sont là depuis longtemps dans la resto et qui nous recommandent. T'es là, Donc, je sens on est tellement à 10% de tout ce qu'on peut faire. Parce que en lead entrant, c'est vraiment, on est encore à l'ancienne, on va dire. Mais c'est top parce que quand on aura des leads entrants, on sait d'où on vient et on aura surtout la valeur de ce qu'est une personne qui s'intéresse à ton entreprise. Ouais. Mais moi je trouve que c'est vachement intéressant la période dans laquelle vous vous trouvez parce qu'en effet j'ai l'impression que c'est pas encore full automatisé, que vous faites encore beaucoup de choses à la mano. Et en parlant d'outils, aujourd'hui, vous utilisez quoi? Ouais, on est sur HubSpot, assez classique, Stripe pour l'encaissement. Et ensuite, on a Scaly aussi qui est pas mal. Je sais pas si t'en as entendu parler. Oui, Scaly, mais je connais. Coucou Nils. C'est vrai? Nils, trop top. Coucou Nils. Voilà, coucou Nils. Oui, Scaly, je connais. Ouais, trop bien. Pour la prospe. Ouais. Exactement, ouais. Pour le coup, c'est pour ça que on a attendu d'avoir quelqu'un qui s'y connaissait bien pour scraper, etc., faire du mailing, qui avait de l'expérience dedans pour pouvoir l'utiliser. Et je trouve ça vraiment cool. Tu peux vraiment tout faire dessus. C'est rapide, tu peux automatiser, tu peux envoyer. Puis après, c'est à peu près tout. Je crois que j'oublie. C'est la base. Outils pour faire de la prospe. Ah oui, Aircall aussi. Non, je les ai oubliés, pardon. Ah ben oui, quand forcément. Même. Tu plugues tout dans HubSpot. Vous utilisez pas LinkedIn? Si. Ah ouais, vous les prospectez un petit peu. Oui, mais ils sont présents sur. Les chaînes. Beaucoup les chaînes. Ouais. Beaucoup les chaînes. Tu vois, quand t'as les King Marcel, les PNY, les Pokawa, eux ils sont sur LinkedIn. Mais c'est d'autres types d'utilisateurs, quoi. C'est différent. Moi, le restaurateur indépendant, c'est plus difficile de choper sur LinkedIn. Mais sinon, le meilleur moyen, ça reste le téléphone, de toute façon. Il y a une question que j'aime bien poser à mes invités. Est-ce que tu peux me pitcher Emblème en 30 secondes, 1 minute? Ok. Est-ce que tu veux être visible? Est-ce que tu veux qu'on te voit? Oui. Let's go, viens chez nous. C'est aussi simple que ça. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Non, mais très rapidement, c'est assez simple. On a un outil qui coûte 390 € par mois où tu peux créer du contenu, le rendre visible et te faire connaître et attirer de nouveaux clients facilement. C'est juste, on démocratise la communication aux restaurateurs, en fait. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu as des recos de contenu à partager? Ah, intéressant. Le livre sur Netflix. Ah, c'est sur la créativité. No Rules. Ouais, c'est ça, exactement, tout à fait. C'est le seul. Je suis pas un grand lecteur, mais hyper intéressant. Autre, ou reportage. Non. En vrai, pour le coup, juste être soi-même. Dans la vente, faut être soi. C'est le message que tu auras à passer pour conclure? Ouais, grave, carrément. Ouais. Et confiance en toi et sois toi-même. Je suis en phase. Écoute. Tu m'as appris beaucoup de choses, Yohan, aujourd'hui. C'était très cool et je trouve que tu as bien représenté cet écosystème. C'est vrai. Donc, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Merci à toi. Et je te dis à très vite. À très bientôt. Merci beaucoup. Salut. Ciao. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses.
Si c'est le cas, vous pouvez lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et le partager à votre entourage. À très vite pour un prochain épisode.